2 flacons, c'est pas comme vous transfusez au-delà de 4 flacons. Et bien sûr, le terrain, le sujet avancé, le sujet âgé a toujours des comorbidités et des tares. Le saignement actif à l'endoscopie aussi, ça parle d'une atteinte d'un grand vaisseau et ça nécessite, on a fait tous les moyens médicamenteux et endoscopiques, on n'arrive pas à gérer ce saignement, on a recours à c'est un facteur pronostic sombre. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Mettez vos micros en silence, s'il vous plaît. Fermez vos micros. On peut pas avancer comme ça gêne vos collègues. Est-ce que vous m'écoutez? Fermez vos portables, s'il vous plaît. Bon, j'avance. Le but de notre question, c'est d'arrêter le traitement, prévenir les récidives hémorragiques, accélérer la circulation et en parallèle, payer notre conduite à tenir. Il faut savoir l'hémorragie, évaluer la réanimation en cas d'hémorragie grave, étiologique pour faire des adéquats. Madame Gougam, Madame Gougam, essayez s'il vous plaît d'éteindre vos micros, ça devient désagréable. Activez votre micro, professeur. Est-ce que tout le monde m'écoute maintenant? C'est bon? Voilà, très bien. Très bien. Reste à côté, Madame Gougam, le son, ils activent leur micro. Non, moi aussi, mais j'avais un petit souci. Donc, je reprends. Les 2 signes cliniques majeurs de l'hémorragie digestive haute, c'est l'hématémèse, c'est l'extériorisation de l'hémorragie ou le sang par la bouche lors d'un effort de vomissement. Souvent, il est suivi par méléna parce qu'il y a du sang qui reste dans l'estomac, il passe dans le tube digestif, il sera digéré et il va ressortir dans les selles sous forme de méléna, c'est des selles noirâtres. Il faut savoir faire le diagnostic différentiel pour une hématémèse, c'est une hémoptysie, c'est la sortie du sang par les poumons et ça se fait avec l'effort de tout. Vous avez et vous avez aussi, je ne sais pas si ça vous gêne, ça apparaît. Donc, il y a aussi l'hémorragie d'origine ORL, les gens on a des angines, de grosses angines cultacées et qui peuvent saigner et ça porte à confusion, ou bien les épistaxis de grande abondance aussi peuvent porter à confusion pour une hématémèse d'origine, un saignement d'origine gastrique. Et bien sûr, c'est tous les hémorragies, le saignement qui vient, on a dit, avant l'angle de 13, c'est-à-dire l'angle duodéno-jugénal. Il y a le deuxième signe clinique qui apparaît dans l'hémorragie digestive. Le malade ne vient pas avec des hématémèses, mais il vient avec méléna ou bien il vient avec les 2 signes cliniques. Le méléna, c'est une émission par l'anus du sang qui est digéré donnant des selles noirâtres, poisseuses, d'odeur bien sûr qui sont fétides. Le méléna peut être seule manifestation d'une hémorragie digestive haute, gastrique ou duodénale,
La lésion hémorragique est le plus souvent située, on a dit toujours, avant l'angle colique. Bien sûr, quand il s'agit du méléna, il faut toujours chercher le diagnostic différentiel pour ne pas être trompé. La coloration des selles noirâtres peut être suivie par, peut être rencontrée dans la supplémentation en fer devant la prise du charbon et devant des selles qui sont noirâtres par coloration alimentaire. Un petit rappel de la vascularisation du tube digestif, c'est important. Vous voyez ici la face la vue de face de l'estomac, des artères. Vous voyez, c'est des organes qui sont très vascularisés. Et si vous imaginez, quand il s'agit d'une ulcération, ça se creuse de l'intérieur vers l'extérieur. Ils vont être en contact d'un vaisseau. Vous voyez le degré du saignement qu'ils peuvent donner. Donc, le tube digestif est vascularisé par trois grands principaux vaisseaux. C'est le tronc cœliaque, c'est énorme, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure qui est pour les hémorragies digestives basses. C'est pas notre sujet. Tous ces trois, ils sont nés de l'aorte abdominale en regard du disque intervertébral, dorsal et lombaire, T12 et L1. Donc, vous voyez, donc juste de l'aorte, il y a les grands troncs et après les moyens qui sont directement vasculaires. Ils vascularisent tout ce qui est pancréas, estomac, le duodénum et surtout l'œsophage. Voilà, aussi ici l'artère hépatique et ses branches. Vous voyez la vascularisation comme elle est énorme. Donc, un rappel sur les étiologies de l'hémorragie digestive haute. Donc, la majorité, c'est les ulcères gastro-duodénales dus comme vous le connaissez tous, à l'Helicobacter pylori. Les lésions sont les lésions aussi aiguës de la muqueuse gastro-intestinale par consommation des produits érosifs, médicaments, à savoir l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, que ces deux, il y a de l'utilisation clandestine. Ulcération de stress aussi, elle est fréquente de nos jours. La majorité de nos jeunes, ils sont stressés. Il y a aussi l'étiologie, l'hypertension portale qui se fait par rupture de varices œsophagiennes ou bien gastrique ou bien tout simplement une gastropathie. Il y a aussi le syndrome de Mallory-Weiss, les œsophagites et les tumeurs bénignes ou malignes. Donc, si on va voir à peu près quelle est l'estimation sur le plan fréquence, eh bien, vous voyez que la majorité des ulcères gastro-duodénales représentent 20 à 50% des 80% d'hémorragie digestive haute. Après, ça vient les érosions gastro-duodénales entre 8 et 15%. Après, c'est les œsophagites entre 5 et 15%. Après, c'est le syndrome de Mallory-Weiss aussi, c'est entre 10 et 15%. Les malformations vasculaires, et ça existe au niveau de l'estomac, ils sont rares, de 5%. Après, il y a des hémorragies qu'on ne trouve pas de diagnostic. Ils ont été estimés entre 5 et 20%. Et bien sûr, pour les lésions de l'hypertension portale, ils sont de 20%. Sous forme de varices œsophagiennes, ils représentent des 20%, 70%. La majorité, c'est les varices œsophagiennes. Après, c'est les varices gastriques et les gastrites d'hypertension portale. Donc, vous voyez ici quand même une estimation, ce que vous pouvez avoir au niveau des urgences médicales quand vous êtes de garde. On va entamer par un cas clinique réel qui a été admis dans notre établissement des urgences médicales de Mustapha. Il s'agit de Omar, âgé de 45 ans. Il a été évacué de Tablat par le SAMU aux urgences d'hôpital Mustapha vers arrivé chez nous, j'étais de garde,
arrivé chez nous vers 10 heures du soir, 10 heures, 10 heures et demie, pour évacuer pour hématémèse de grande abondance. À l'arrivée, la tension, elle était 105,53 stable, pas très tachycarde à 105 battements par minute. Il n'était pas fébrile ni hypotherme, température à 36,5. La saturation à l'air ambiant était de 90% et il était eupnéique. Le bilan venu avec lui de Tablat, il était à 2,2 grammes par litre d'hémoglobine. Les plaquettes étaient, je vous ai montré ici, le bilan de Tablat qui a été envoyé à 179 10 puissance 3 de plaquettes. Juste à l'arrivée aux urgences, il a fait un autre épisode qu'on a constaté d'hématémèse, à peu près une extériorisation du sang de 200 cc. On a pu, l'examen à l'arrivée, donc l'hémodynamique, elle était stable, la tachycardie, elle était légère, le malade, il était conscient et orienté, et l'état général était moyen. Par contre, il y a eu la pâleur cutanée en muqueuse qui était très importante et il n'y avait pas de rectoragie à l'examen. On a pu faire l'interrogatoire avec le patient lui-même. On avait noté notion de stress avec antidépresseur depuis 1 mois et consommation depuis quelques jours, la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et durant 4 semaines dernières, il y avait notion d'hématémèse minime et méléna, mais qui n'a pas signalé à la famille. Et la famille n'a pas fait attention. Et pendant le trajet, ce monsieur, il a bénéficié, quand à Tablat, ils ont trouvé l'hémorragie était de grande abondance, ils l'ont mis sur l'ambulance avec 2 flacons de sang, du A positif, qu'ils l'ont transfusé au cours de route. Euh, le trajet était rapide parce que c'était la nuit. Donc, ils sont arrivés sur Mustapha au bout d'1 heure et demie. Ils sont arrivés directement, ils n'ont pas fait d'hôpital, d'autres hôpitaux directement sur Mustapha. Donc, d'après vous, je vais vous poser une question. Quelles sont les disciplines communes concernées pour la prise en charge optimale de cette hémorragie? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Ils écrivent leurs réponses. Ils écrivent leurs Oui. réponses D'après vous, rapidement. qui peut, Pourquoi on ne peut pas supprimer ce petit carré qu'il y a ici? oui, Je vais j'arrive. l'ingénieur arrêter là en attendant qu'il réponde. Oui, ça gêne. قلقني أنا قلقني. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez répondre? Quelles sont les disciplines? Répondez par écrit, elle va voir au niveau du chat. Répondez par écrit. Et en même temps, l'ingénieur. Donc, je vais essayer de lire. Donc, pas compris votre question. La question, ce malade est arrivé en urgence, c'est l'agent qui est venu nous chercher, nous, les médecins réanimateurs. Mais entre-temps, on devait appeler qui pour recevoir ce type de malade? Nora, tu peux venir 2 minutes? Est-ce que la question est, alors, réanimation, gastro-entérologie, quoi encore? Alors, vous avez de l'hémorragie digestive haute. Je vous fais rappeler. Médecin gastro, oui. Il a dit gastro, réa, oui. Radio, oui, bien. CEMEP, chirurgien, réa, gastro, radio, oui. Quoi encore? Qui peut rajouter sur ce MEP? Il lui manque quelques. Elle a tout dit, il lui manque quelques. Donc, vous avez pratiquement. Non, non, j'ai pas. J'ai dit quelles sont les disciplines concernées. Donc, REA, radio, médecine générale de garde. Médecin généraliste de garde, c'est un médecin urgentiste. D'accord? Attendez, donc, le temps qu'elle arrive. Donc, les médecins qui sont concernés, c'est le SAMU,
Ce carré, tu peux l'enlever. Donc, le médecin, il y a le médecin du SAMU. Effectivement, ce malade Omar, il a été évacué par le SAMU. Oh, OK, merci. Donc, il y a le médecin urgentiste, c'est lui qui va le recevoir au déchocage à l'arrivée. Le médecin réanimateur, il est là en cas où la situation du malade se dégrade. Il peut être arrivé à l'intubation ou un équilibre métabolique majeur. Un gastrologue, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une fibro, on peut avoir besoin d'une fibro en urgence. Un radiologue, parce qu'on a besoin de faire un téléthorax, on verra pourquoi après et d'un chirurgien. Vous voyez, donc c'est toute une équipe qui doit être présente pour régler le problème de ce patient. Quels sont les éléments de diagnostic de notre hémorragie digestive haute? Alors, vous pouvez répondre. Quels sont les éléments diagnostiques? Il s'agit bien d'une hémorragie digestive haute. J'arrive pas à voir la barre pour voir les discussions, mais voilà. Le diagnostic d'une hémorragie digestive haute, le monsieur, il a fait de l'hématémèse. Il n'a pas fait de méléna, c'est de l'hématémèse qui est venu avec le vomissement. Mais toujours, quand vous avez aux urgences de l'hématémèse, toujours essayez de voir le diagnostic différentiel, comme on a dit, euh, si c'est pas une hémoptysie ou bien gingivorragie, il y a des maladies de la muqueuse gingivale, oui, ça saigne beaucoup. Ou bien de l'épistaxis, il y a des épistaxis qui sont de grande abondance. Donc, devant toute hématémèse, essayez de chercher le diagnostic différentiel pour on sera pas pris contre-pied. Alors, quelle est votre attitude aux urgences devant Omar, bien sûr, à l'arrivée? Lui, il est venu avec une voix de petit calibre rose. Devant ces situations, il faut prendre deux voix de bon calibre, de préférence grise ou orange, ou bien minimum une verte. Donc, nous, on a pris deux voix veineuses, une grise et une verte. Bien sûr, des fois le malade, quand il est en état de choc, vous pouvez pas le prendre, donc on est obligé de passer par des voies des voies centrales, à savoir un cathé qui se fait en fémoral ou bien en jugulaire interne ou bien une subclavière, mais surtout jug interne et fémoral. Bien sûr, on fait un prélèvement tout en prenant la voie. On refait, même s'il est venu avec un groupage, on refait nous deuxième détermination, malgré qu'il a reçu à travers un groupage de flacons de sang, comme j'ai dit dans l'énoncé. Mais devant toute hémorragie digestive, bien sûr, c'est impardonnable faire le groupage de carte de groupage. Et bien sûr, scoper le malade pour savoir, en continu, pour savoir l'évolution, à savoir le pouls, la tension, la diurèse. Il faut sonder le malade. Notre malade, il n'a pas été sondé quand il a été évacué, donc on l'a sondé chez nous pour avoir le retentissement de l'hématémèse sur l'état général, à savoir la diurèse. La température, le CG par un scope, il a été scopé et la saturation. Bien sûr, il a été sondé et on a mis une sonde nasogastrique et l'oxygène il était la saturation en oxygène à l'air ambiant, elle était, vous souvenez-vous, à 90. Donc, on a aidé avec 6 litres pour pouvoir, c'est une animée à 2 grammes, donc il faut oxygéner pour les organes, pour la vie, oxygéner les organes nobles, surtout le cerveau. Donc, quels sont les signes de gravité? Comment les apprécier, d'après vous? Il faut que j'appelle parce que je dois lire vos commentaires.
Donc, quels sont les signes de gravité? Eh bien, les signes de gravité sont appréciés déjà cliniquement. On a la quantité de sang et on a s'il y a l'état de choc, les signes de l'état de choc que vous connaissez tous. Notre patient, il n'avait pas les signes de l'état de choc, mais il avait les grandes quantités de sang. Déjà, à l'arrivée, il a fait 200 cc. Tu peux venir? Comment apprécier la gravité? Bien sûr, c'est en appréciant les éléments de l'état de choc, à savoir un pouls filant, une hypotension artérielle, une tension artérielle pincée, les pâleurs quand ils sont à l'extrême, les sueurs. Les sueurs, c'est un signe d'un état de choc majeur. Surtout quand le malade il est froid, il dégage de la chaleur sous forme de sueur, dyspnée, marbrure et les états de choc. Il y a aussi l'appréciation se fait par l'hématocrite qui est très bas. Mais des fois, l'hématocrite, il est faussé dans certaines situations. Le malade, il est concentré. Vous allez trouver un hématocrite avec 8 grammes d'hémoglobine, mais il a les signes d'hémoconcentration, c'est-à-dire vous voyez que le malade, il est un petit peu déshydraté et là, ça te donne de faux chiffres d'hématocrite. Alors, comment expliquer cette discordance entre les chiffres d'hémoglobine qui étaient à 2,2 évacués par le SAMU à Tablat, faite à Tablat, même refait chez nous en urgence, elle était à 1,9. Et cet état hémodynamique qui est stable, est-ce que quelqu'un peut me dire? Normalement, avec 2 grammes, vous devez avoir un état de choc. Pourquoi on n'a pas eu cet état de choc? Les données étaient dans l'énoncé. Est-ce que vous pouvez répondre? Euh, la barre, je l'ai perdue pour ça. Non, Zèle, la barre a payé la barre. باش نشوف les réponses. Ok, tu posais la question. Non, non, non. Voilà, échappe. Ok. Donc, je vais essayer de lire vos réponses. Alors, saignement progressif, c'est-à-dire subaigu. Oui, patient est transfusé. Non, même il a été transfusé pendant le trajet. Quand on a refait chez nous, il était à 1,9 g d'hémoglobine. Donc, c'est pas la transfusion. Donc, il a dit ici le saignement progressif, c'est-à-dire subaigu. Donc, c'est pas le saignement, c'est presque, c'est Sarah. Sarah, elle a dit saignement, oui. Alors, j'ai rapporté à l'énoncé que le patient avait des mélénas et avait des hématémèses de petite abondance depuis 1 mois. Et donc, c'est une anémie qui est chronique et après, il a fait un épisode qui est aigu. Donc, le corps, il a eu l'adaptation déjà auparavant. Effectivement, c'est un saignement chronique bien toléré donc c'est un chronique sur aigu. Effectivement, oui. OK. Donc, voilà. Donc là, il s'agit, les saignements digestifs occultes, c'est une hémorragie digestive qui est chronique, de faible abondance et n'ont pas de définition, aucune traduction clinique est liée sur la personne, sauf les manifestations anémiques, asthénie, la pâleur, et choses qui n'ont pas été, qui ont été ressenties par les parents pour ce patient, mais ils l'ont mis sur le dos le fait qu'il est avec un traitement antidépresseur. Sur le plan biologique, bien sûr, s'ils avaient fait un bilan, ça fait 1 mois, ils auraient déjà détecté une anémie qui s'est installée. Donc, au départ, peut-être il avait déjà une anémie légère à 10 et ça a commencé avec le 1 mois progressivement, chroniquement. Donc, il a eu le temps que son corps s'adapte. Donc,
Les examens qui ont été faits en urgence, effectivement, on a refait nous une FNS, elle est revenue à 1,9 g. On a refait une deuxième détermination, on a aussi fait les agglutinines irrégulières, on a fait la crasse, devant toute hémorragie, il faut faire la crasse pour voir si elle est correcte. Parce que si elle n'est pas correcte, elle va entretenir ce saignement. Surtout quand il s'agit de comorbidité, par exemple, des sujets âgés qui sont sous aspigiques ou sous anticoagulants, où le saignement doit être non-stop. Et le ionogramme, à savoir l'urée, la créate, pour savoir l'importance de l'hémorragie. Bien sûr, le CG, il faut le faire, surtout un malade quand il est diabétique ou cardiopathe, il fait de l'hémorragie digestive et on peut avoir une ischémie qui est silencieuse. Donc, un ECG devant ces personnes, il faut le faire. Notre cas, non, il s'agit d'un ASA1 sans antécédent et d'un sujet jeune. Le téléthorax, il faut le faire à la recherche, bien sûr, d'un éventuel pneumopéritoine parce que ça contre-indique l'endoscopie haute. Quelle est votre attitude thérapeutique en priorité? Est-ce que vous faites une fibro en urgence? Est-ce que vous transfusez? Est-ce que vous appelez le chirurgien? On passe à la chirurgie. À vos micros. B, transfusion, bravo, c'est R. R, elle a répondu B. Oui, effectivement. Donc, devant 2 grammes, on ne va pas attendre à faire la fibro. D'ailleurs, pour faire la fibro, il faut que le malade soit stable. Donc, dans la littérature, ils disent que la transfusion, l'indication de la transfusion, elle y est dans 83%. Suivi la fibro en urgence dans 44% et la chirurgie, elle n'a pas eu lieu. C'est quand on ne règle pas la situation qu'on passe à la chirurgie. Donc, effectivement, chez nous, on a commencé la transfusion rapidement. Le sang doit être bien sûr isogroupe isorésus et dans toutes les situations d'hémorragie digestive haute, il faut que l'hémoglobine doit être inférieure à 8 grammes parce qu'il va compromettre l'oxygénation des tissus. Et ou bien l'hématocrite moins de 25%. On a fait bien sûr, on a fait, pardon, on a fait un bilan complet. Eh bien, le bilan d'urgence de l'hôpital Mustapha, on a eu, la glycémie était 1,49 g, l'urée, elle était à 0,7, 0,8079, une créate correcte à 10, un ionogramme, une natrémie à 133 et une calémie à 3,9 milligrammes par litre, un TP à 53%, l'hémoglobine était à 1,9 g par litre et les plaquettes, ils sont redescendus depuis de Tablat à chez nous, ils sont passés à 81, 10 puissance 81 000 éléments. Citez les anomalies dans votre explication, avec explication. Le bilan, elle est là. Vous pouvez nous citer les anomalies à vos claviers. Combien, s'il vous plaît, combien notre objectif pour l'hémoglobine? Fibro dans les 12 heures. On répondait étape par étape. C'est comme si vous êtes aux urgences et vous ont ramené le bilan en urgence. Vous avez ce bilan. Quelle est l'explication de ce bilan? Quelles sont les anomalies? TP, il est bas, oui, il est à 53, mais il n'est pas aussi bas, oui. Une thrombobinie qui est modérée, mais qui a une aggravation entre l'arrivée, entre le trajet de Tablat à Mustapha. Oui. Anémie thrombopénie, oui, effectivement, il y a une anémie sévère, c'est une anémie qui est sévère. Très bien. Pratiquement, vous avez répondu. Maintenant, vous avez répondu oui, mais vous n'avez pas donné d'explication. Là, c'est ce que j'allais dire. Alors, quelle est l'explication de ce bilan? Thrombopénie de l'anémie microcytaire.
Thrombopénie, anémie, déshydratation? Non. Encore? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi la glycémie il est sans antécédent ce jeune de 49 ans? L'hémorragie, oui, mais comment expliquer? Hémoconcentration? Non, il n'y a pas d'hémoconcentration puisque pendant le trajet de Tablet à Mustapha, il a été transfusé 2 flacons par l'équipe du SAMU et il y avait du sérum salé à l'arrivée. Il était pratiquement à la fin. Donc, voilà, ça c'est l'ionogramme. Donc, vous voyez, donc, alors, la glycémie, elle est à 1,49, oui, elle est un petit peu élevée, mais pas trop, parce qu'il y a une situation de stress, donc il y a une décharge hormonale qui fait qu'il y a de l'hypercatabolisme, donc une glycémie à 1,49, 1,50, c'est normal. Une urée à 0,79, elle est élevée contre une créate qui est normale. Un bilan ionogramme sanguin qui est plus ou moins acceptable et un TP qui est bas et avec une hémoglobine bas et les plaquettes. Donc, comment expliquer l'urée, il est élevé et la créate? C'est qu'une augmentation de l'urée sans augmentation de la créatinine, c'est une l'augmentation de ce rapport chez un patient anémique est en faveur d'une hémorragie digestive. Quand vous allez trouver une hémorragie digestive haute, vous allez trouver ces perturbations, cette inégalité entre l'urée et la créate. Pourquoi? En effet, la digestion du sang digestion du sang libère beaucoup d'acides aminés, responsables d'une hausse de l'urée d'origine extrarénale. D'accord? Qui est notre cas d'hémorragie digestive haute. Et la créate, elle reste stable. Donc, en aucun cas, raison de plus, une créate qui est stable, le malade ne fait pas un état de choc. S'il y avait l'état de choc, la créate serait perturbée. Par contre, pour la coagulation et pour les plaquettes, vous savez que le contenu d'un vaisseau, il y a les globules rouges, il y a les globules rouges, et il y a aussi les éléments figurés, à savoir les facteurs de coagulation, les plaquettes et les autres éléments. Donc, quand il y a perte de sang, il y a perte de ces éléments et bien sûr, vous aurez le TP qui dépend des facteurs de coag et les bas et les plaquettes qui sont perdues aussi. Est-ce que c'est clair? Autre question, quel diagnostic peut-on évoquer? Est-ce que c'est un ulcère gastrique? Est-ce que c'est un ulcère duodénal? Est-ce que c'est un diverticule hémorragique ou bien un saignement hémorroïdaire? À vos claviers. Ah, très bien. Oui, effectivement, c'est un sujet jeune, sans antécédent. Très bien. Donc, dans la littérature, 80% de l'hémorragie digestive haute, c'est une hémorragie et c'est un ulcère gastrique. Et 100%, c'est pour l'ulcère duodénal. Diverticule sigmoïdien ou hémorragique, il est 0% pour l'hémorragie digestive haute. C'est un piège, d'accord? Saignement hémorroïdaire. Mais il faut savoir que pour l'hémorragie haute, l'ulcère duodénal, il domine sur l'ulcère gastrique. Alors, quelle était notre attitude thérapeutique aux urgences? Eh bien, il a été admis directement en unité de soins intensifs, ça c'est clair. On a mis de l'oxygène pour le transport d'oxygène des tissus. On a fait une transfusion d'emblée de 3 flacons de sang, plaquettes et plaquettes, c'était pas du culot, mais pour optimiser, on a donné 3 standards avec 3 PFC. Et on a limité l'apport de flotte pour éviter l'hémodilution. On a donné juste 250 cc du sérum salé. Le traitement, bien sûr, par les inhibiteurs de la pompe à protons qui a été démarré juste à l'arrivée. La transfusion doit être précoce et prudente chez les patients âgés. Pourquoi? Elle doit être précoce parce que c'est un sujet fragile, il ne tolère pas l'anémie, et elle doit être prudente parce qu'il peut avoir des comorbidités, généralement soit des insuffisants cardiaques ou bien des insuffisants rénales
où l'apport rapide peut déstabiliser un équilibre. Il doit être tenir compte aussi des antécédents cardiovasculaires. Parce que si c'est un insuffisant cardiaque, il peut vous faire au remplissage rapide un OAP. Il ne pourra pas euh, recevoir ce volume énorme vers la veine cave inférieure. Bien sûr, on avait une stimulation on avait une surveillance en continu par les scopes, par le scope. Quel examen à visée diagnostique à faire en première intention et citer les critères qui influencent ce choix que vous avez choisi à vos claviers. Quel est, pardon, quel est l'examen à visée diagnostique? Je vais essayer de voir vos réponses. L'endoscopie, effectivement, devant toute hémorragie digestive, il faut aviser le gastrologue pour faire une fibro qui a deux rôles. Effectivement, elle a deux rôles, un rôle diagnostique et un rôle thérapeutique. Qu'est-ce qui peut influencer le critère de votre choix d'endoscopie? Est-ce qu'à chaque fois, vous pouvez, vous allez partir vers l'endoscopie? N'oubliez pas que le patient, il a fait son incident à 9 heures du soir, évacué sur l'hôpital de Tablat, et de Tablat, ils ont juste fait un bilan rapide et ils l'ont évacué par le SAMU. Faire l'INR, non, l'INR n'a aucun intérêt dans l'hémorragie digestive haute, c'est le TP. Même en chirurgie, malade qui est sous Syntron ou un euh, quand le malade il est sous Syntron, on ne parle pas d'INR. Le malade, quand il va passer au bloc opératoire, ou bien quand il saigne, on parle toujours de TP, le taux de prothrombine. Parce que le taux de prothrombine, c'est lui qui va donner la gravité du saignement, s'il va être entretenu ou pas. D'accord? Donc, pardon. Donc, l'examen, c'est bien sûr l'endoscopie digestive haute, pas basse, parce qu'il s'agit d'une hémorragie digestive haute. C'est des hématémèses pro qu'on a observé nous-mêmes déjà. Les critères qui influencent, bien sûr, c'est la sévérité du saignement. Quand le saignement est très important, il va rien voir l'endoscopiste. Il faut gérer au départ, l'envoyer stable un peu. Et bien sûr, la disponibilité de l'examen. S'il n'y a pas à Tablet, s'il y avait l'endoscopie, on aurait fait. Mais il n'y avait pas. Donc, ils n'ont pas fait et ils l'ont évacué vers un CHU où il y a plus de moyens. Est-ce que c'est clair? Effectivement, on l'a envoyé et en urgence, la fibro-œsogastrodiédéname, elle a été faite et elle a trouvé un ulcère gastrique stade 2, 2B. Donc, quel était notre de retour? Il a été bien sûr toujours hospitalisé en soins intensifs, en surveillance 24 heures continue. Il y avait une stabilité clinique, il n'y avait pas des signes d'hypotension. L'hémoglobine, elle est remontée tout doucement au départ, les 3 flacons. C'était pas rapide en 1 heure de temps. On a essayé de respecter puisque l'hémodynamique, le malade n'était pas en état de choc. Donc, on a fait un remplissage pas rapide pour ne pas rentrer dans la transfusion massive. La transfusion massive, c'est le nombre de kilos ou bien le temps que vous avez transfusé. Quand il est rapide, vous êtes dans la transfusion massive. Donc, avec les 3 flacons étaient à 5,8 grammes par litre. Et puis, au petit matin, on a rajouté encore 3 flacons aussi progressive. Donc, en 24 heures, de 10 heures du soir aux 10 heures du matin, il a reçu 6 flacons de sang et l'hémoglobine, elle est passée de 5,8 à 9,1. Bien sûr, quand il est parti pour la fibro, ils ont fait un geste. Il y avait le diagnostic et un geste aussi thérapeutique. Ils ont fait la ligature. C'est pour ça qu'il a arrêté de saigner. Bien sûr, pendant son hospitalisation,
le sang qui est passé dans le tube digestif, il y avait des mélénas qui sont, après 24 heures de quelques jours jusqu'au troisième jour. Après, ça s'est nettoyé. Maintenant, le malade, il est hospitalisé. Quand est-ce qu'on reprend l'alimentation? Est-ce que le malade, il reste à jeun ou bien il reste perfusé? Ben non, l'alimentation orale, il faut traiter l'Helicobacter pylori euh, et réintroduire l'alimentation. La reprise, elle est progressive de l'alimentation orale dans la littérature. Elle doit se faire plus précocement dans les stades 3 et le stade 2C et le stade 2B. Elle doit être immédiatement après la fibrose. Par contre, le stade 1 et le stade 2.1, il doit être sixième heure après le geste endoscopique parce qu'il peut faire l'érosion par des aliments. Et pas par des aliments, par l'acidité qui se trouve au niveau de l'estomac. Donc, notre malade, on avait fait l'alimentation immédiate puisqu'il était la classe 2B. Le traitement de l'Helicobacter pylorique, dès la reprise de l'alimentation, on l'avait introduit. Au départ, les premières 24 heures, c'était par voie IV et le lendemain, on a repris par voie orale. Il permet bien sûr de réduire les récidives ulcéreuses. Donc, vous voyez très bien, donc une fois que le malade il est stable, il y a des conditions, on va traiter la cause qui est l'hélicobacter et on va réintroduire l'alimentation. Bien sûr, c'est pour ramener déjà, c'est un métabolisme, il était en hypermétabolisme, donc on a besoin d'une alimentation adéquate. Bon, dans la littérature, quand on a un sujet âgé ou un sujet qui a des comorbidités, il faut faire des troponines ou les BMP. Pourquoi? Parce que quand il y a une anémie sévère, le malade peut faire une insuffisance coronarienne et elle est silencieuse. On l'a dit au départ, au début de la présentation. Et qu'est-ce qui peut le détecter? C'est quand on fait les troponines. Et les PMP, c'est pour savoir si le malade il est en insuffisance cardiaque. Donc, ces deux examens, ils sont impératifs quand il s'agit d'un cardiopathe ou bien d'un malade, d'un sujet âgé, même il n'est pas taré, vous le faites, ou bien d'un sujet âgé mais qui a un problème cardiaque. Donc, si on va voir en général devant une hémorragie digestive haute, c'est une perte de masse sanguine quand elle est de moins de 25% de la volémie du patient. La PAS, elle est stable, elle est maintenue. Et elle est maintenue et elle dépend de la tachycardie. C'est pour ça notre malade, malgré il était à 2, il avait déjà de l'anémie qui était chronique, sur une aiguë, il était à 2, et la tachycardie, elle était quand même un peu, c'était pas la grande tachycardie parce que c'est pas l'état de choc, mais c'était une tachycardie limite à 105, si vous souvenez du début du cas clinique. Par contre, quand la perte, elle est de 25 à 40%, là, il y a l'installation de les signes de l'état de choc qui peut aller d'une tension systolique effondrée jusqu'à une bradycardie et même l'arrêt cardio-respiratoire, l'arrêt cardiaque suivi d'un arrêt parce que le, euh, le cœur, qui est la pompe, il travaille dans un vide. Et quand il travaille dans le vide, il va être affaibli et il va s'arrêter de travailler. Donc, si vous voyez ici notre malade, il n'y avait pas beaucoup de retentissement puisqu'il avait une anémie qui était chronique et la perte était moins de 25%. Il a fait une épisode à Tablette et une épisode chez nous. Il faut savoir aussi en général, l'état de choc, la souffrance tissulaire donne de l'hypoperfusion qui est à l'origine d'une hypoxie cellulaire. Donc, c'est un travail des cellules pour ramener l'oxygène, ils vont faire un métabolisme anaérobique. Et cet métabolisme anaérobique, on aura la formation de lactate et vous aurez de l'acidose métabolique. On n'avait pas de gaz du sang sur place, mais si on avait fait, on aurait trouvé une acidose
métabolique chez notre patient. La particularité de l'hémorragie chez les patients ayant une hypertension portale, c'est la présence de l'encéphalopathie hépatique. La prescription de laxatifs permet d'accélérer l'évacuation du sang du tube digestif. Je vous ai dit au départ, ce monsieur, il avait quand même une perturbation du rythme qui n'est pas importante. Mais si c'était de l'hémorragie au niveau de l'hypertension, excuse-moi, donc je l'appelle, te branche. Oh là là, donc je me suis arrêtée où? Ok. Et parce que c'est un Zoom, non? Parce que c'est un Zoom, كل ساعة يروح, non? Alors, on va dire à la présence de patienter, d'accord, je vais dire aux gens de patienter. هما ما يشوفوا والو ما كاش غير le sang. Non, non, ils sont en train de m'écrire, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, d'après Dr Gougam, le sang ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'écoutez, vous? Ah, donc est-ce que je peux continuer? Ah, très bien, parce que là, Gougam, elle n'a pas le... Ok, d'accord. Donc, je vais terminer. Ok, donc ça, c'est des données générales que j'ai insisté à vous donner, que vous le preniez en considération devant une hémorragie digestive haute. Ok. Alors, on a vu les lésions à travers un cas clinique. Vous voyez que chaque cas est un cas. Donc, vous pouvez avoir aux urgences les lésions ulcéreuses avec des états de choc et il y a une concordance entre la clinique et la biologie. C'est quand il s'agit de quelque chose qui est aigu. Mais qu'un chronique sur un aigu, il y a une discordance. Donc, une fois qu'on a vu à travers un cas clinique les lésions ulcéreuses gastro-duodénales, on va voir les hémorragies qui sont liées à l'hypertension portale. C'est des hémorragies qui sont dues à la rupture de varices œsophagiennes ou bien les cardio-tuberositaires. La mortalité, elle est importante. Le dépistage systématique et une prévention primaire par bêta-bloquant, elle doit s'imposer. Des fois, la personne ne sait pas, elle fait des petites hémorragies, elle va pour consulter. Chose qui est certaine, c'est que quand quelqu'un vomit du sang, ça lui fait peur. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas consulter. Généralement, il consulte, sauf si cette personne n'a pas les moyens. Notre jeune, il n'a pas consulté parce qu'il était sous antidépresseur. Donc, il n'a pas estimé la gravité. D'accord? Donc, c'est pour ça. Donc, la mortalité je reviens pour l'hypertension portale, la mortalité, elle est importante parce que l'œsophage et l'estomac sont vraiment vascularisés. Et quand il y a un engorgement et ça commence à saigner, c'est des saignements de grande abondance. Le diagnostic est suspect à partir du terrain. Généralement, on a le cirrhose à l'interrogatoire.
Et l'examen clinique, vous avez les signes de la cirrhose. Il n'y a pas, des fois, à un stade avancé, il n'y a pas que les varices œsophagiennes, mais vous pouvez trouver l'acide qui est là. L'administration de drogues vasoactives dérivées de la vasopressine, appelée les terlipressine, ou de la somatostatine octréotide qui existe chez nous, le premier nom, a montré une amélioration significative de la survie depuis qu'ils l'ont mis sur le marché. Bien sûr, la fibroscopie permet le traitement de ces ligatures par une ligature élastique lors de l'hémorragie active et aussi dans un cadre de prophylaxie secondaire. Donc, le geste fibroscopique, le geste thérapeutique se fait soit quand le malade il saigne, il demande une fibro, après il se rend, le malade fait une cirrhose, il a de l'hypertension porte à des varices œsophagiennes, ils le suivent et quand ça arrive à un degré, ils vont le programmer pour le faire en prophylaxie. Ils n'attendent pas que le malade saigne parce que ça peut être mortel. Ou bien c'est dans le cadre de l'urgence, il n'y a pas, le malade il est suivi, il n'est pas arrivé au stade de ligature, mais il peut faire sous forme, quand il y a une pression ou une contrariété, un stress, il peut faire la rupture de ces varices. Donc, les varices œsophagiennes, l'histoire naturelle, la prévalence 40% au diagnostic, 6% il y a 6% d'incidence de rupture de varices par an. C'est des données, bien sûr, européennes, précisément, c'est des données françaises, mais chez nous aussi, pour les gens qui sont en contact avec le service de gastro aussi, on n'a pas des données algériennes. J'ai pas trouvé de données algériennes, mais chose qui est certaine, on trouve les varices œsophagiennes par cirrhose. La progression, c'est de petits à grands vaisseaux. Ils sont de 12, la progression, elle est de 12 par an, 12% par an. Les petites varices deviennent de grandes varices. L'incidence de la première hémorragie, c'est les grandes varices à 2 ans. Elle est estimée entre 30 et 40% des malades qui ont les varices œsophagiennes peuvent saigner. Ceux qui sont à petits varices, le risque à 2 ans pour le saignement, il est de 10%. Par contre, l'incidence de récidive, l'hypertension portale, il y a le récidive, c'est 70% après 2 ans. Les patients avec hémorragie digestive haute et des signes suggestifs de cirrhose devraient avoir une endoscopie digestive dès que possible après admission dans les 12 heures. Donc, quand vous avez une hémorragie digestive aux urgences et vous avez un saignement qui est important et vous savez que dans l'interrogatoire, il y a une notion de l'hypertension portale, eh bien, l'endoscopie, elle doit être dans les 12 heures maximum. Pourquoi? Parce qu'elle risque de s'aggraver. Le traitement, bien sûr, du saignement aigu de ces varices, un traitement pharmacologique, quand on suspecte c'est une rupture de varices, le traitement d'emblée par des vasoactifs doivent être commencés dès que possible, avant même l'endoscopie, parce qu'ils donnent il y a une efficacité et même le gastrologue ou bien celui qui fait l'endoscopiste peut faire son examen plus ou moins non gêné par le saignement. Et même l'état du malade, elle est stable. Les médicaments vasoactifs, on a la terlipressine, il n'y a pas sur l'Algérie, il y a la somatostatine, elle existe, il y a l'octréotide et la vopriotide. Ils devraient être utilisés en association avec l'examen, le traitement endoscopique et suivis jusqu'au 5e jour. Donc, je vous fais rappel ici pour les effets hémodynamiques des médicaments vasoactifs. Bien sûr, tout médicament que vous introduisez dans le corps
il doit être, vous devez maîtriser quelle est son indication, quels sont les effets secondaires, quelles sont les contre-indications pour pouvoir gérer les effets secondaires. Donc, parmi les effets hémodynamiques, comme vous voyez, pour le traitement bêta-bloquant, l'utilisation, généralement, les gens qui ont une hypertension portale, ils sont sous bêta-bloquant pour diminuer la pression portale, l'objectif, et diminution aussi de la pression splanchnique et diminution aussi de la pression des artères, les collatérales. Parce que c'est l'engorgement, quand il y a l'obstacle, bien sûr, il est en intrahépatique, cet engorgement, c'est lui qui va, à un certain degré de pression, il va éclater ces vaisseaux au niveau œsophagien. C'est pour ça les malades, on les met sous bêta-bloquants. Bien sûr, les bêta-bloquants, sur la pression artérielle, il y a une stabilité. Nos patients sont stables, mais sur le débit cardiaque, il diminue le débit cardiaque. On a les dérivés nitrés aussi, on peut les employer en chronique. Aussi, ils diminuent sur le débit cardiaque, le dérivé nitré, bien sûr, il augmente le débit cardiaque. Vous connaissez très bien que les dérivés nitrés, il augmente la perfusion des coronaires des gens. Et sur le plan pression artérielle, on le traite pour l'OAP, il diminue. Et il diminue la pression artérielle. Et pour les vasopressines et les dérivés qu'on utilise en urgence, en aigu, eh ben, ils vont diminuer cette pression artérielle, une diminution importante. Et ça se fait en IV. Sur le plan débit cardiaque, il y a une stabilité. Les données, ils sont importants. J'aimerais bien que vous mentionniez vos questions à la fin, on va les prendre. D'accord? Donc, les médicaments actifs aussi, ces médicaments à la phase aiguë, le traitement de vasopressine est analogue, comme la terlipressine. Moi, je ne l'ai pas rencontré dans ma pratique. Généralement, produit, il est européen. Donc, les contre-indications, c'est les antécédents ischémiques, un état de choc septique, une grossesse ou un asthme. C'est une contre-indication parce qu'elle aggrave. Et les posologies, vous pouvez les trouver dans la littérature, c'est 1 à 2 mg en IV tous les 4 heures. Pour la somatostatine et ses dérivés, surtout nous, on utilise l'octréotide, donc il n'y a pas de contre-indication et ça se donne 250 microgrammes tous les heures en IV, en intraveineux direct à la seringue électrique. Et voyez le coût, ça c'est un coût qui est ancien, mais je sais que la terlipressine, elle est plus chère que la somatostatine. Malgré que la somatostatine et l'octréotide, ils n'ont pas beaucoup de contre-indications. Chose qui est importante, c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc, un mot sur l'endoscopie. On ne peut pas parler de l'hémorragie haute, digestive haute, sans parler de l'endoscopie. C'est un temps qui est essentiel à la prise en charge, quelle que soit la cause, et dans le diagnostic positif, le diagnostic lésionnel, le pronostic, le récidive et même traitement thérapeutique. Il faut l'hémostase à travers des clips. L'endoscopie œsogastro-duodénale est effectuée en urgence chez des malades qui sont hémodynamiquement stables. Comme notre malade, l'hémodynamique, elle est stable. Mais s'il était en état de choc et ça saigne toujours, on ne peut pas l'installer sur table pour faire la fibroscopie. Donc, en cas d'hématémèse, de méléna et de rectorragie mal tolérée. La réalité d'un examen endoscopique digestif passe, elle n'est pas notre sujet de discussion en urgence, mais en cas pour l'hémorragie digestive basse, bien sûr, il y a la préparation colique. Quelles sont les étiologies? Là, on a vu on a vu les hémorragies digestives hautes ulcéreuses et on a vu les hémorragies digestives hautes
par l'hypertension portale par rupture de varice œsophagien. Là, c'est de la répétition. C'est juste pour vous dire que dans la maladie ulcéreuse, 30 à 40%, c'est de l'hématémèse qu'on trouve. Et il y a l'agent causal, c'est l'Helicobacter pylori. Il est favorisé par la consommation d'AINS. Notre patient, il a consommé de l'AINS clandestinement, non indiqué par le médecin, et aussi les antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants. Et la fibroscopie permet de faire toujours le diagnostic et le traitement par l'arrêt du saignement. La classification endoscopique de Forest, elle est importante parce que, je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous le donner. Elle est importante parce qu'elle va donner le risque de récidive de l'hémorragie. Donc, euh, juste un petit rappel aussi pour le remplissage en cas d'hypovolémie. Les données de la SPAR et SRLF, on donne des cristalloïdes première intention quand les pertes ils sont moins de 20%. Mais sinon, c'est la restauration, pour restaurer une hémodynamique. Il ne pas dépasser 30 cc par kilo et par jour. Sinon, quand il est au-delà de 20%, on fait les colloïdes. Et on introduit les drogues vasoactives quand le saignement persiste plus de 30 minutes. On doit utiliser un vasoconstricteur, il ferme le vaisseau pour pouvoir maintenir une hémodynamique plus ou moins stable, acceptable, et ne pas rentrer dans l'état de choc. Et on a dit les transfusions, ça se fera moins de 8 grammes 8 grammes d'hémoglobine. Bintou, déactive ton micro. لا تمشي هاد لا فورماسيون راحت لك voilà. Et maintenant? Très bien. Très bien, donc je vais reprendre, il a sauté le zoom. Est-ce que vous regardez les PowerPoint? Non, Et maintenant? non. عاودي رديه عاودي دخلي. Euh, Il faut appeler l'ingénieur sinon. c'est pas très évident pour... je vais appeler. Bintou, on doit finir à midi, avant midi. Il n'y a pas de Parce problème. que tout simplement, parce que tout simplement, il y a une réunion du territoire national avec Monsieur le ministre. Donc, ils vont centrer la communication, la connexion entre eux. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Normalement, il y a une 4 minutes. Et on termine. Allô? Alors, je vais essayer de faire à ma manière, moi. Nora, encore, ça a sauté et pour refaire le PowerPoint, ما عرفتش. هاكي بعيدة؟ ايه صح. Je vais essayer moi-même. تعرفي راح لي tu sais faire comment reprendre. لا 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 لا, mais dans le Zoom, vers comment je fais le PowerPoint. يعني dans le Zoom, عاودي نرجع PowerPoint. دورة 4 au mode PowerPoint بصح هي تقول لي ماهمش il faut partager. استنى هي ليك واقع partager non. هاي فوق هذا استنى je pense هذه.
Ah, Là, non. six. Est-ce que c'est partagé? Il n'y a rien, c'est pas partagé. Non, ça, c'est pas Sauf, partagé. il va falloir ressortir et remettre. Est-ce Je que vous avez la connexion à votre niveau? عندنا Parce que vous l'êtes. لا c'est la ligne directe. دونك هاي اللي تاني خرجت نعاود ندخل من دار جديد. بارطاج. جديد عاودتي البارتاج تاعك. Partager. Très bien. Voilà, donc je reprends. Est-ce que c'est partagé maintenant? Et c'est partagé, ديريه en plein écran. Très bien. Voilà. دوك عاودي يولي وين راكي. Ok, c'est presque arrivé. Il nous reste un cas clinique. J'ai pas envie qu'on te coupe l'accord à midi, c'est pour ça que je t'ai dit. Il n'y a pas de problème, on va essayer de... il nous reste... on est vite fini. Alors, voilà. Donc, je vais aborder... cette discussion, je voulais la faire, c'est que en matière de chirurgie, qui opérer et que faire? Donc, il faut opérer des hémorragies digestives massives, cataclysmiques, il faut passer au bloc opératoire. L'endoscopie ne peut rien voir. Devant l'impossibilité du traitement endoscopique, des fois, l'endoscopie, c'est pas à chaque fois 100% réussi. En cas de saignement qui est actif et quand les facteurs de risque de récidive après le premier traitement endoscopique, il est élevé. Et devant un récidive hémorragique après une ou deux tentatives de traitement. Que faire quand on passe à la chirurgie pour un ulcère duodénal? Très bien. Pour un ulcère duodénal hémorragique, l'intervention, elle est spéciale, appelée par le chirurgien qui l'a inventé, le Wimberg. Il fait l'anthropyloroduodénotomie, ou bien il fait l'hémostase par suture directe des cratères ulcéreux, ou bien il va carrément faire une vagotomie, bivagotomie tronculaire, ou bien une pyloroplastie. Pour un ulcère gastrique hémorragique, on fait une gastrostomie verticale à mi-distance entre les deux courbures et l'hémostase par suture directe du cratère ulcéreux, ou bien il peut faire aussi la biopsie des berges des ulcères pour réaliser durant l'intervention s'il ne s'accompagne pas d'une hémorragie, d'une majoration dans la récidive de l'hémorragie. Ça, c'est un rappel, c'est important de savoir quand même, c'est pas, je sais que vous êtes des médecins généralistes, mais vous pouvez savoir quand est-ce que le patient, il va passer au bloc opératoire. Donc, on va aborder le dernier sous forme d'un cas clinique aussi qui s'est présenté aux urgences. Il s'agit de Madame Zekia, âgée de 55 ans. Elle est sans antécédent. Elle vient à 22 heures aux urgences de l'hôpital Mustapha pour de l'hématémèse. Le symptôme a commencé quelques heures, c'était, je me rappelle, l'été, le mois d'août, quelques heures de retour de mariage. Elle a senti un malaise général, vomissement brutal, sans douleur abdominale. Après plusieurs vomissements alimentaires, 2 vomissements sanglantes sont suivis. L'examen à l'arrivée, elle avait de la diarrhée. Elle a fait 2 selles à l'arrivée. Pâleur, une fréquence cardiaque dans les normes légèrement augmentée à 92 battements par minute, une tension correcte à 11,6, une température à 37, une soif terrible. Elle disait à ses enfants, donnez-moi à boire. La palpation abdominale était indolore. Le chirurgien, il a été appelé, il a examiné. Il n'y avait pas un abdomen chirurgical. Et les données biologiques en urgence, on a trouvé une hémoglobine à 9,5 grammes par litre et l'hématocrite à 28%. Quel est le diagnostic que vous évoquez? Comment le confirmer? Est-ce que vous pouvez dire par vos claviers? Je reprends, c'est Zakia, le mois d'août, elle revient d'un mariage, elle est sans antécédent. Elle avait fait un malaise chez elle avec des vomissements brutaux. Après plusieurs vomissements alimentaires, elle est suivie par de l'hématémèse.
Et quand ces enfants l'ont évacué, ils habitaient sur Alger, ils l'ont évacué rapidement aux urgences de Mustapha. À l'arrivée, la patiente, elle a présenté 2 épisodes de diarrhée, une pâleur, une fréquence à 92, une tension à 11,6, une soif terrible parce qu'elle disait à ses enfants, donne-moi à boire. Et le chirurgien, quand il a examiné, l'abdomen était souple, les données en urgence, l'hémoglobine était à 9,5 et l'hématocrite à 28. Donc, la question, quel est le diagnostic? Je vais lire vos commentaires. Bravo. Hachilif, elle a bien, même les autres, vous avez tous répondu bravo. Donc, effectivement, c'est un syndrome de Mallory-Weiss et le diagnostic, il est fait par la fibroscopie. On doit faire une fibro, mais cette fibro, la malade doit être à jeun. Et la malade, elle a tout vomi, donc on a attendu 2 heures de temps, puisque l'hémodynamique, elle était stable. On a attendu 2 heures de temps pour la vacuité gastrique et le gastrologue peut voir mieux avec le fibroscope. Alors, c'est quoi le syndrome de Mallory-Weiss? Comme rappel, c'est une plaie qui ne pénètre pas toute la paroi de l'œsophage à cheval sur le cardia, comme vous le voyez ici j'ai fait un schéma, vous voyez, c'est le cardia, il y a c'est des fissures, c'est des plaies carrément. La déchirure peut être provoquée par des vomissements violents. Effectivement, cette dame, elle avait des vomissements violents. C'est pour ça, au départ, c'était alimentaire, après, c'est devenu hématique. Le symptôme, il inclut la présence du sang dans les vomissements. Comment interpréter les vomissements initiaux? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on interprète les vomissements? Je suis contente parce que vous avancez très bien. Donc, comment interpréter les vomissements initiaux? Pourquoi la vomi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Intoxication alimentaire, oui. Gastro-entérite, oui. Bravo. Donc, effectivement, cette patiente qui revient d'un mariage, d'un dîner, c'est les vomissements aigus brutaux postprandiaux avec diarrhée et état clinique qui est normal qu'on a trouvé à l'examen à l'arrivée. C'est une intoxication alimentaire probable. Donc, devant toute intoxication alimentaire, le premier symptôme qui vient, c'est les vomissements. C'est des vomissements vraiment aigus, brutaux. C'est ça qui a laissé à la traversée des animaux de faire cette plaie au niveau du cardia. Pas d'argument pour une colique hépatique ou poussée pancréatique, par exemple. Notre patient, elle a été examinée, l'abdomen était souple, il n'y avait pas notion de colique hépatique, même à l'examen clinique et à l'interrogatoire. Quelle est l'attitude thérapeutique? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'attitude thérapeutique? Je vais lire vos commentaires. Quelle est l'attitude thérapeutique? Vous êtes devant un syndrome de Mallory, qu'est-ce que vous allez faire? La malade, elle est stable. Quelle est votre conduite? Je ne trouve pas de réponse. Donc, c'est une hémorragie digestive haute. Donc, toujours mettre le malade en condition. Faire une voie veineuse de bon calibre, de préférence 2 voies veineuses, faire un groupage et faire le suivi rapproché de l'hémodynamique parce qu'elle peut être altérée. Notre malade, elle est sans antécédents médicaux, mais imaginez le malade, il a des antécédents médicaux, il est taré, eh bien, il peut avoir une dégradation de son état général. On fait une perfusion de sérum glucosé. Pourquoi? Parce que la malade, pour qu'elle ne tombe pas dans l'hypoglycémie. Et pour l'instant, notre malade, il n'y a pas de transfusion immédiate puisque l'hémoglobine, il est au-delà de 8 grammes. Le traitement antiémétique par voie IV, elle est important. Pourquoi? C'est pour éviter
c'est les efforts de vomissement qui vont entretenir cette hémorragie. Et on a introduit les inhibiteurs de la pompe à protons. Et on a hospitalisé pendant 24 heures. Quelles sont les modalités évolutives du syndrome de Mallory-Weiss? Est-ce que quelqu'un peut donner l'évolution de ce syndrome? Alors, R, elle a dit, doit dans ce cas faire une copro dans le cadre de suspicion de toxi-infection. Oui, mais là, on est devant une urgence. On fait l'urgence, la copro, on la ferait après, c'est-à-dire après avoir s'occupé de notre malade. D'accord? La toxi-infection est liée. On va le faire, mais là, on est devant une urgence extrême pour stabiliser notre malade, arrêter le saignement. Oui. Alors, quelles sont les modalités évolutives? Donc, en général, l'évolution de ce syndrome, elle est favorable. Il n'y a pas une évolution catastrophique. Et même si vous vous rappelez dans les étiologies, l'étiologie de ce syndrome, elle est entre 10 et 15% des hémorragies digestives hautes. Mais parfois l'évolution plus sévère lorsque la déchirure a entraîné la brèche d'une artériole avec nécessité d'une hémostase endoscopique par injection du sérum adrénaliné, par exemple, voire suture chirurgicale après gastrostomie. Donc, normalement, l'évolution elle est favorable, mais par malchance, il peut être le saignement et il doit être en face d'une artériole. Et quand il est en face d'une artériole, ça saigne, ça s'arrête pas. C'est une plaie de l'artère. Donc, il faut partir par une fibroscopie pour fermer. Et s'il y a échec, on passe à la chirurgie. Donc, j'ai mis ici la photo de la malade. On a fait, elle est venue le soir, à 10 heures du soir. Elle a été hospitalisée. On a fait, je me rappelle, il n'y avait pas le gastrologue de garde. Donc, on a fait la fibro à 10 heures du matin et on a retrouvé cette image que je l'ai prise en photo qui confirme le syndrome de Mallory-Weiss. Donc, les algorithmes décisionnels, on arrive vers la fin. Donc, devant toute hémorragie digestive haute, il faut une réanimation. Une réanimation, on fait l'introduction des inhibiteurs les inhibiteurs de la pompe à protons par voie IV. Et on va voir, on fait un traitement endoscopique. Le traitement endoscopique, s'il y a échec, on fait la chirurgie. Maintenant, quand on fait le traitement par l'IPP, des fois ce traitement il ne donne pas, et dans ce cas, on va y aller vers la fibro. Cette fibro va nous donner le stade de notre lésion, Forest 1, 2A et 2B, c'est un traitement endoscopique. S'il est 2C ou 3, c'est un traitement conservateur. Et dans les deux cas, l'éradication, on fait l'éradication de l'hélicobacter, dans les deux cas. Des fois, même quand le stade 3, les 4 stades peuvent évoluer vers la chirurgie. Et en cas de traitement, des fois, quand l'hémorragie est minime, elle n'est pas importante, bien sûr, on fait la voie orale. Et généralement, la voie orale, c'est pour les stades de Forest 2C et 3. Normalement, c'est un schéma qui est simple, mais que vous devez l'avoir dans vos portables, comme ça vous serez orienté sur la conduite à tenir. Voilà, donc pour la classification de Forest, il est important de la savoir. Vous pouvez la télécharger dans vos portables. Donc, le saignement, quand il est actif, l'incidence, il est à peu près de 18%. Il est important. Les récidives sont de 55%. Quand il est actif, il peut récidiver. Et la mortalité, elle est de 11%.
Et ça, c'est des classifications endoscopiques. Par contre, quand le stade il est de 2, que ce soit A, B ou C, la gravité, elle varie. euh, elle varie, l'incidence déjà, elle varie en avançant dans le type A ou B ou C. Et le récidive, il est là. Mais surtout, le récidive, il est quand il s'agit de 2B, parce qu'il y a un caillot adhérent. Quand il va se détacher, ça peut renseigner à nouveau. C'est pour ça le pourcentage, il est de 22%. Et la mortalité, elle est moins par rapport au premier, le 1 et le stade 1 et le stade 2A. Le fond, quand il est propre, l'incidence, il est de 40%. Vous pouvez trouver à la fibroscopie, euh, vous pouvez trouver à la fibroscopie un fond qui est propre. Et vous trouvez généralement 42%, c'est un fond qui est propre. Il a fait un saignement, mais après, ça s'est résolu. Et par contre, les récidives sont de 5%, ils sont minimes. Et les mortalités, ils sont vraiment minimes de 2%. Donc, là, c'est de la répétition. J'ai trouvé un autre algorithme de prise en charge de l'hémorragie digestive haute. Soit il s'agit un ulcère à faible risque, ou bien un ulcère selon la classification de Forest. C'est un algorithme selon la classification de Forest. Pour l'hémorragie digestive, l'algorithme par rupture de varices œsophagien, l'algorithme il est un peu spécial. C'est que généralement on a affaire à un cirrhotique qui a comme complication les varices œsophagiens. Le traitement d'emblée quand on a une hémorragie haute, le traitement vasoactif, il faut l'instaurer rapidement. Il doit être on a dit, suivi 3 à 5 jours après l'endoscopie. On doit faire une antibioprophylaxie, une antibiothérapie prophylactique et on doit transfuser si l'hémorragie elle est active. Une fois qu'on fait l'endoscopie, elle doit être le plus rapidement possible dans les 12 heures avant l'admission, ou bien à l'admission, suivant plutôt l'admission. Bien sûr, on ne peut pas faire un geste invasif, pas invasif. Tout geste qui fait à l'hôpital doit avoir l'hospitalisation de la patiente. C'est médico-légal. Donc, on fait la fibro. On va faire, s'il y a une rupture œsophagienne, on va faire la ligature élastique. Si le contrôle du saignement il y est, donc on fait la prévention secondaire à J5, pas sur les lieux. On va reprendre le malade après avec une endoscopie et on doit le mettre sous bêta-bloquant non sélectif et la ligature à J5. On fait la ligature, on fait la fibroscopie en urgence et on fait pour essayer de faire la sclérothérapie en urgence et après on peut le reprendre ultérieurement pour voir mieux l'évolution du patient par rapport à ses varices. Est-ce que les varices œsophagiens, peut-être le malade n'a pas consulté, ils sont arrivés à un niveau où il faut faire un geste endoscopique. Et par contre, quand le saignement, le patient, il est contrôlé, donc le patient, il est classification que vous connaissez, Shield B, et hémorragie active pour le Shield C. Par contre, quand il y a un échec de contrôle de saignement, là, il faut faire, comme vous la connaissez, la sonde de tamponnement, sonde de Blackmore, pour essayer de stopper le saignement abondant. Et après, une fois qu'on a arrêt, on peut reprendre une fibroscopie. Et le shunt intrahépatique portosystémique va être estompé quand on fait la sonde de Blackmore. Donc, quand on fait la fibro pour une hémorragie par rupture de varices œsophagienne, soit on est dans la rupture de varices, soit rupture de varices gastriques. Quand il s'agit de rupture de varices gastriques, aussi, on va faire l'obturation de la colle par voie endoscopique
Et après, on va faire la prophylaxie comme pour les varices, parce que dans les deux cas, que ce soit des ruptures de varices gastriques ou varices œsophagiennes, c'est les conséquences d'un obstacle au niveau du foie qui a donné cette hypertension portale. Et en cas de récidive, bien sûr, on va essayer de le programmer pour un shunt intrahépatique portosystémique. J'espère que c'est clair. Je termine pour pouvoir avoir quelques discussions, un temps pour la discussion. Je termine par quelques messages pour l'hémorragie digestive haute. C'est une urgence thérapeutique menaçant le pronostic vital et elle est fréquente. C'est pour ça que je voulais faire cette question parce que vous allez la trouver souvent dans votre pratique quotidienne de la garde. Les hémorragies digestives hautes se manifestent par une hématémèse ou méléna ou par des rétroragies. Des fois, quand le saignement est important, c'est une rétroragie. Ça existe. L'abondance de l'hémorragie digestive se juge sur l'hémodynamique. Si l'hémodynamique elle est instable, ça veut dire le saignement il a été au-delà de 30% de la perte du volume. Était au-delà de 30% de la perte de la volimie du sang. Le nombre de culots transfusés dans les 48 heures est le facteur pronostic essentiel aussi, qu'il s'agit d'une hémorragie de grande abondance. La prise en charge repose sur des mesures de réanimation générale, des mesures spécifiques à l'étiologie, ça dépend de l'étiologie, on a vu 2 cas, entre le syndrome de Mallory-Weiss ou l'ulcère gastrique, puis sur l'endoscopie qui permet le diagnostic, l'évaluation pronostique et le geste thérapeutique d'hémostase. Eh bien, les causes de l'hémorragie, il faut retenir qu'ils sont dominées par l'ulcère gastro-duodénal et par la rupture de varices œsophagiennes. Et je vous remercie. J'aimerais passer à la discussion. Je suis prête pour recevoir vos questions. Avant tout, est-ce que le topo était clair? C'est clair, merci, oui. Très bien, oui, très bien, excellent, merci beaucoup, oui. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé de vous faire de vous rapporter des cas cliniques réels, surtout le premier cas où l'hémoglobine était à 2 et la stabilité hémodynamique était lente. Donc, la conduite à tenir elle diffère. OK? Les gens sont satisfaits apparemment. Mais il y a en haut une ou deux questions, je ne sais pas l'acheter. Donc. Oui. Demnat. Alors, respect de formation de Blanchot, carte de Béchab, d'accord. S'il vous plaît, est-ce que nos chirurgiens... L'objectif de l'hémoglobine pour faire la fibro, l'objectif de l'hémoglobine, c'est que la fibro, c'est pas en fonction de l'hémoglobine. C'est la fibro, elle est conditionnée par l'état hémo. Attendez, je vais essayer de répondre à celui-là. Alors, Sarah, elle a dit l'objectif de l'hémoglobine, c'est faire la fibro. Il n'y a pas un objectif. C'est l'état hémodynamique et le saignement lui-même qui conditionne la fibroscopie. Quand le saignement il est actif, il est abondant, le fibroscopiste ne peut pas rentrer, il va rien voir. Ou bien, si le malade il est en état de choc, on ne peut pas faire le malade en état de choc parce qu'il peut faire un arrêt cardiaque. Donc, vous voyez, si le malade, l'hémoglobine, il était à 2, il était stable. C'était un chronique sur un aigu, donc il était stable. Donc, on a pu faire la fibroscopie. Alors, Samsung, est-ce que la perfusion du sérum froid toujours de mise? Oui, effectivement, j'ai pas mis ici, mais nous, on a fait à l'arrivée les perfusions. J'ai dit qu'on a mis une sonde nasogastrique et on avait retiré du sang. Donc, il s'agit bien d'une hémorragie digestive haute qui vient de l'estomac et on a donné du sérum froid. Effectivement, je ne l'ai pas mis ici, mais on a donné aux urgences.
Alors, le PSP Milan. Est-ce qu'on peut donner l'aspigique ou Plavix si le patient va faire un IDM? Non, si le malade fait un IDM, c'est plutôt, il faut, quand on peut, c'est des contre-indications, parce que euh, c'est des contre-indications parce que c'est un vaisseau qui saigne. Donc, le vaisseau ne peut pas faire l'hémostase. Par contre, on peut faire la cour en urgence. Alors, l'intérêt du bilan d'hémostase dans l'exploration. Bien sûr, l'hémostase est très importante. Quand on a dit quand il y a un saignement, il y a une perte des substances qui se trouvent dans le vaisseau. Et les substances, c'est les globules rouges, on a dit les facteurs de coagulation, les plaquettes et les autres éléments. Donc, s'il n'y a pas de facteurs, les facteurs sont diminués. Il y a perte de facteurs, perte de plaquettes. Comment voulez-vous que l'hémostase se fait quand il y a une plaie ou quand il y a une plaie ou des petits vaisseaux qui saignent? C'est les facteurs et les plaquettes qui font l'hémostase. C'est l'agrégation déjà plaquettaire. Si les plaquettes sont insuffisantes, on ne pourra pas se faire et on ne pourra pas faire ce caillot pour arrêter le saignement. Attendez, la destruction des plaquettes au niveau gastrique existe. Oppo, elle a dit, j'ai pas compris votre question. La destruction des plaquettes au niveau gastrique existe. Non, une fois que les éléments du sang sont sortis du vaisseau, c'est bon. Les éléments, les facteurs de coag, les plaquettes, ils agissent quand ils sont dans le vaisseau. Ils vont colmater la plaie. D'accord? C'est quand ils sont dans le vaisseau qu'ils vont colmater la plaie. Et ça va arrêter le saignement. Donc, ça n'a rien à voir avec qu'ils soient sortis ou pas. C'est des plaquettes qui sont perdues. Alors, je vais essayer de répondre avant. Destruction. Est-ce que des intérêts des examens radiologiques, IRM? Oui, des fois, on peut avoir l'indication de l'angio IRM quand il est présent, surtout dans les hémorragies de grande abondance. Mais bien sûr, sans produit de contraste, parce que imagine si le produit de contraste peut être éliminé s'il y a une perforation. Alors, Sarah Merakeb, on hospitalise les hémorragies aux urgences après stabilisation du patient? Non, d'emblée, il est admis aux urgences. Au départ, au déchocage. Après, on va le faire en unité de soins intensifs. Après stabilisation, patient transfusé, IPP, remplissage, toujours. Oui, nous, notre malade, au départ, on l'a pris en charge au déchocage. Après, on a donné la main, le patient, il était stable, on a donné la main au l'entérologue, plutôt gastrologue qui a fait la fibro. Une fois qu'il a terminé son geste, il est admis en RAYA. Il est admis pendant 2 ou 3 jours. Nous, il est sorti au 4e jour. Alors, Bougène, en cas d'isolement lointain, on peut se contenter d'un traitement. Isolement de quoi? Lointain de temps d'arrivée au... Ah, c'est-à-dire si quand vous habitez très loin, c'est ça? Oui, ils sont dans un centre de santé à Bordeaux. Oui, alors sa question, on peut se contenter d'un traitement symptomatique le temps d'arriver au niveau de point d'urgence. Oui, bien sûr, vous faites tous les moyens, vous gérez l'anémie, vous pouvez faire une sonde nasogastrique et vous faites l'eau froide, vous donnez le traitement par voie IV, vous transfusez et vous assurez le transport. C'est ce ils ont fait les gens de Tablat. Ils n'avaient pas les moyens. Donc, une fois qu'ils ont trouvé, ils ont diagnostiqué c'est une hémorragie haute, ils n'avaient pas les moyens, ils ont appelé le SAMU pour pouvoir terminer les soins pendant le trajet. Il a été transfusé pendant le trajet. Est-ce que c'est répondu? Après, EPS Mila.
Et si le patient est en rétablissement une semaine après l'hémorragie digestive haute, a fait idem. J'ai pas compris bien. Alors, si le patient est en rétablissement une semaine après l'hémorragie digestive haute, fait par idem. C'est J'ai une pas, question. D'abord, c'est-à-dire sa question la était au récidive. début. Attendez, sa question était au début. Est-ce qu'on peut donner de l'aspégique ou Plavix Ça y si le est, هذه on a patient répondu. va faire un IDM? Ok. Maintenant هذه vient la question, l'autre question. Euh, je pense qu'elle veut dire, est-ce que, bien sûr, on a dit dans notre question que les récidives, il existe. Donc, si le patient il récidive, il revient bien sûr à l'hôpital. Il revient aux urgences. Absence, alors, Bourdain, absence de possibilité de transfusion. Comment ça, absence de possibilité de transfusion? Mais normalement, l'hôpital ou la structure la plus proche, généralement, il y a du sang. Et même s'il n'y a pas le même groupe, on transfuse par les groupes qui sont des receveurs universels comme le O négatif. Le R, il a dit infarctus du myocarde. Wesh un infarctus du myocarde. Explique. 500 kilomètres, c'est-à-dire vous êtes médecin généraliste de garde dans une polyclinique et vous êtes à 500 kilomètres d'un EPH ou bien d'un hôpital. C'est ça, Bougden? Est-ce que non, non, Oui, oui, c'est ça. Ils sont loin. Ils sont loin. euh, le Dicinon n'a pas son intérêt ici, d'accord? Parce que l'hémorragie, il s'agit d'une plaie au niveau d'un vaisseau. Donc, il n'a pas son intérêt. Mais il y a des médecins qui le donnent placebo, mieux que rien. Par contre, l'hexacil, oui, on peut le donner. L'hexacil, il est disponible, on peut le donner, oui. Il Moi, fait, je vais vous poser la question autrement. Dans ces régions précisément, oui, la boîte pharmaceutique, qu'est-ce qu'elle doit contenir? pendant Obligatoire. le transport, pendant le transport, Non, pas Madame, pendant le transport. Pas Madame pendant Bouddha, le transport. oui. Cette personne, elle est dans sa consultation, elle reçoit ce type de personne, elle ne peut pas la prendre en urgence, elle doit la transférer. Avant de la transférer, elle a une pharmacie que doit contenir obligatoirement sa boîte de pharmacie localement. Alors, localement, il doit avoir au moins quelques drogues d'urgence. Quelques drogues d'urgence comme la gestion d'une hémorragie importante. Et donc, vous avez une diminution d'un bas débit pour éviter qu'il fasse l'état de choc. Donc, vous devez avoir les intranus pour pouvoir prendre une voie. Du sérum contre l'hémodynamique, elle est plus ou moins acceptable, du sérum salé. Et si l'état hémodynamique, elle n'est pas les pressions artérielles systoliques sont moins de 80, là, on va employer le plasmagel doit être obligatoirement dans votre boîte. Et aussi, on peut avoir les drogues inotropes. Pas, ça dépend si la malade elle est cardiopathe, on peut avoir des drogues inotropes, comme on peut avoir des drogues vasoconstricteurs, comme la noradrénaline où on peut l'introduire le temps de gagner du temps pour le transférer dans l'établissement adéquat. La question, pourquoi je l'ai posée? Parce qu'on a tendance à oublier avant qu'est-ce qu'on faisait? Quand on rentrait pour la garde ou on vérifiait toujours ce qu'on avait dans notre armoire. Et ça, c'est indispensable. Pourquoi? Ah, là, j'ai mal compris. Là, j'ai mal compris. Vous m'avez dit dans le box, moi, je croyais que c'était un médecin qui a installé. Il a eu ça. Maintenant, si le médecin généraliste, il est de garde, bien sûr, quand on commence une garde, toujours, vous allez donner la relève et vous vérifiez votre matériel. C'est pas la dernière minute qu'on court vers
qu'on court à droite et à gauche. Ça, c'est obligatoire. Quand on fait une prise de garde, la relève, elle va nous donner déjà qu'est-ce qu'elle a eu comme patient, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme patient et qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficulté pour le matériel, le plateau technique. Parce que les difficultés, ils vont être réglées avant que la personne commence la garde. Donc, on peut la régler. Mais vérifiez sur votre matériel, le plateau d'incubation, les perfusions, les drogues, ça c'est systématique. Et généralement, l'infirmier il vérifie et le médecin passe pour voir vraiment est-ce que le matériel est en place. Ça c'est clair, Madame Gouga. Oui, mais il faut toujours le noter parce que nous avons là la manière de dire c'est pas mon rôle, c'est le rôle d'une autre personne. Non, 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 non. Après Oh, tout, on se c'est la retrouve dans une responsabilité, après tout, c'est la responsabilité médicale. Exactement. Avant Mais d'être généralement, l'organisation du travail, il y a toujours un coordinateur, les infirmiers, et ce coordinateur, il est censé, il a le devoir de maintenir, de vérifier déjà lui-même le plateau technique. Et quand avant de prendre la garde, ça manque, il vient vers le médecin, voilà, on manque ça et ça et ça. Le médecin, il est averti à l'avance. Si on peut les procurer, Allahumma barik, si on ne peut pas les procurer, quand il prend en charge des malades urgents, il saura tel ou tel droguement. Qu'est-ce qu'il peut faire comme échange. Nous, on prend tous les cas de figure, de situation qu'on a quand on est des gardes. avec une question, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Alors, c'est au médecin-chef et chef de service de vérifier Oui, c'est au médecin-chef de vérifier, mais des fois, il y a des moments que le médecin n'a pas vérifié. Mais il y a toujours un deuxième contrôle. On ne doit pas se fier qu'au médecin-chef ou bien que le coordinateur. D'ailleurs, quand on commence la garde, on y va vers le coordinateur. Alors, bonjour, bonjour, on commence la garde. On a des difficultés ou bien notre plateau technique pour la garde manque de quelque chose? C'est une question que vous devez la poser à chaque fois. Parce qu'on est en Algérie, des fois il y a des crises de médicaments, des fois ils ont travaillé, et c'est un week-end, ils ont travaillé dans le premier jour, au deuxième jour du week-end, ils ont tout consommé, donc ils n'ont pas laissé. Surtout quand il s'agit d'un week-end prolongé par des jours fériés. Donc c'est au médecin, c'est lui qui va faire la garde, c'est lui qui va, malgré qu'il y ait des personnes, j'ai dit, il y a des coordinateurs, ils sont là pour vérifier leur pharmacie. Mais le médecin doit, comme on dit en arabe, فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. Tout le monde peut s'oublier. Mais quand on fait rappeler les gens, quand on les rappelle, c'est encore mieux. بنتودي عندك électrobactéries L'électrobactérie, agent causal de l'ulcère, peut évaluer. Peut évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que peut évaluer veut dire qu'il est mal évalué ou là est-ce que peut évaluer, est-ce qu'on peut l'évaluer? Possibilité de Non, l'évaluer. la littérature, la physiopathologie, maintenant c'est conclué que l'ulcère gastrique, Dieu donne, c'est l'hélicobacter. Donc quand on fait la fibro, déjà on fait des biopsies et on envoie. Et actuellement, c'est encore moins quand quelqu'un, au lieu de faire la fibro, il va faire, c'est des appareils spéciaux qu'on insuffle à l'intérieur et ils vont détecter l'hélicobactère qui sort de l'estomac. Donc, c'est un matériel qui est moins invasif et il existe au niveau de certaines structures privées. Étatiques, j'ai pas vu. Mais, chose qui est certaine, que les lésions sont pathognomoniques, mais celui qui fait la fibro, il va faire des biopsies. Alors, professeur, je voulais dire que chez nous, on fait hospitalisation de au service et on lycée, on l'a stabilisé par remplissage, transfusion, bonus de motrage, autorisé, transfusion, mais les gastro ne sont pas
La fibro en urgence est programmée après HB, j'ai pas compris, soit 9. Après que l'hémoglobine soit à 9. Oui, effectivement, les indications pour faire la fibro. La fibro, on le fait, c'est quand il y a un saignement vraiment important. D'accord? Et il a dégradé sur le plan état général. Mais normalement, quand l'hémorragie elle est abondante, d'emblée, vous avez, le malade vous dit, j'ai vomi un verre. Un verre, c'est l'équivalent de 250 cc. Il passe à la fibro. Même s'il a fait un seul épisode, il passe à la fibro. D'accord? Maintenant, c'est 250, le verre à deux, il peut être répété. Un verre de thé, un verre de café, les petits 100, 200. Et après, quand vous faites le compte, c'est important. Est-ce que c'est clair, Sarah? Le gastrologue, il dit que devant une hémorragie digestive haute minime ou modérée, il a le temps de le faire donc pas en urgence. Mais il le fait en urgence quand le saignement il est important, d'emblée important, ça récidive et ça s'arrête pas. Et il y a un retentissement hémodynamique. Le malade, il est hypertendu. D'habitude, les tensions, c'est un 14, un 13 de systolique, il descend vers 9. C'est une hypotension, c'est même presque un état de choc. Est-ce que c'est répondu, Sarah? Très bien. Je suis très contente qu'il y a 122 participants. J'espère que c'était bénéfique, la question. Moi, je la vois et je voulais vraiment la mettre parce que il y a pas mal de médecins généralistes qui paniquent devant une urgence. Non, il faut y aller tout doucement. Et même quand vous avez des critères de gravité, il faut garder votre sang-froid pour pouvoir réfléchir correctement sur la conduite à tenir. Ben, apparemment, notre temps, il a estompé puisque Madame Gougamen nous a dit à midi. Et il est midi moins 2 minutes. Donc, je donne la parole. Alors, merci à vous d'avoir patienté jusqu'à cette heure-ci, comme ça. Et Inch'Allah, on va programmer d'autres séances qui concernent toujours d'une pratique courante. Et j'aimerais bien si vous donnez vos vous proposez quel thème qu'on veut le faire sous forme de cas clinique. Surtout pour les médecins généralistes qui sont aux urgences. Je ne sais pas si ça vous intéresse, les urgences hypertensives. Oui, bien sûr. Est-ce que les urgences hypertensives, ça vous intéresse? Ok, donc on va essayer de programmer avec Madame Bakour après l'Aïd, Inch'Allah. Et il y a une question aussi très intéressante, on va le faire le 31, c'est pour la prise en charge d'un pneumothorax. Pneumothorax spontané, c'est le pneumothorax, c'est pas la spécialité du chirurgien ou bien d'un pneumologue, mais déjà la spécialité d'un médecin généraliste peut faire un geste de sauvetage. Quand il habite loin, il va soulager le malade et après, il va l'évacuer à l'aise. J'espère que vous serez nombreux le 31, aussi comme aujourd'hui. Ben, je vous dis Sahaf Torkom et merci d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Professeur, ils vous ont demandé la communication. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, oui, bien sûr, oui. Vous Alors, demandez vous avez un petit carré en bas de la discussion. Il y en a qui travaillent des questions. Je fais il y a un petit carré, un petit fichier. oui, fichier, oui, Cliquez dessus. Vous avez oui. le document. Vous allez vers le Et PC. là, à vous guider très bien Voilà. Très bien. avec Sahaf. Bien sûr, je peux vous l'envoyer, patienter, je vais chercher un niveau du bureau. Je vais vous la donner. Voilà.
Alors, cliquez, ouvrir. Voilà, c'est partagé normalement. Donc, on va attendre un tout petit peu que ça vienne. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment très dynamique. Et c'est le J'ai vu mec, qu'ils ont Inch'Allah. vraiment participé. Oui. C'est la partie Et la plus c'est importante plus pour moi. intéressant quand on fait des cas cliniques. Il y a des Saha. Parce que Moi, la je suis théorie, d'accord avec vous parce que vraiment, quand on commence à parler, l'enseignant lui-même étant devant un micro, il se lâche. Il ne oui. sait pas, il se pose des questions. Est-ce que l'équipe qui est à travers le PC, est-ce qu'elle le suit, est-ce qu'elle ne le suit pas? Mais quand on fait des cas cliniques, on arrive à Attire l'attention, ils sont présents. Comment? Et ça attire l'attention. Moi, quand je fais des formations médicales, je fais avec des cas cliniques. Oui, Parce que ça attire l'attention. je ramène un malade réel et je les fais participer comment ils peuvent travailler. Et aussi, il y a un point important. Là, à travers les questions et à travers les réponses, vous arrivez à savoir quel est le niveau. Est-ce qu'il y a une assimilation? Quels sont Mais là, les points où il y a des faillances? le groupe Hada, Masha'Allah, il était à la hauteur quand même. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais Jetch, elle n'arrive pas à venir. Comment? Je sais, on n'a pas reçu. On n'a pas reçu. Bon, il a dit les cas cliniques sont très enrichissants. On n'a pas reçu. On n'a pas reçu ce matin. Ah, ce n'est pas بعتهاش السنة. بعتيها ولا ما بعتيهاش؟ لا لا ما بعتهاش دوك اللي بعتها. Bon, معليش, on le met, Oh, elle est envoyée. Hein. on met مع السيام. C'est pas grave. Oh, j'ai pas vu la flèche est envoyée. Normalement, elle est envoyée maintenant. Hein. Elle est en train de se charger. Surtout par rapport à l'algorithme, c'est important. Oui, oui, oui. Et bon, je l'ai mis, mais les algorithmes, ils peuvent les télécharger. Et l'intérêt des smartphones, c'est, Bakri Hnaya, on n'avait pas ça à la portée. Les Bakri, on avait les bouquins de poche, et des fois, on peut même pas les avoir. On a des carnets d'externat. Et actuellement, il y a les smartphones qu'on peut télécharger tous les applications et être à jour rapidement. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Normalement, c'est bon, c'est payant. Hein. Non, mais ça m'intéresse. Si, normalement, il y a la lumière verte, ça veut dire partager. Pas encore. صبرا صبرا. C'est bien. Il était indépendant. احنا عندنا تحلت ما لا نشوفوا حق طريق في الانترنت كاين حق طريق تاع 3 دقائق ولا 4 Pourtant, Mustapha au ministère, ماشي بعادة. Non, ça n'a rien à voir, c'est l'internet. كاين حق طريق تاع 2 دقائق 3 دي كوليغ يقولوا لي جو فيان دونفوايي نقول لهم مازال ما لحقش يقولوا لي قريتي نقول لهم استناو حق الطريق مازال ما لحقش c'est bon, je suis avec le docteur Baba. Elle vous dit le bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Alhamdulillah, وانتي لاباس؟ Ça va? C'est un excellent sujet, même pour Ah nous. oui, j'ai visité mon bureau. Ah bon? Bon, ما لحقتش pour toute la Là, communication. là, il m'énerve quand il m'appelle. Pas Comme encore. par hasard, là où c'est intéressant, il t'appelle pour des ما choses. قدرتيش تحضري دكتور أنا درت mot d'avion, j'ai mis mot d'avion. Voilà, oui. Bon, merci beaucoup. Alors, effectivement, alors, on peut Please. مثل ما جايناش. هنايا chez nous c'est vert, hein, ça veut dire il est envoyé. Donc on écoute comme le document. Vous voulez pas que je l'envoie par mail, c'est encore mieux. Est-ce que vous avez les emails? Non, écoutez, vous allez avoir une liste d'emails, vous n'allez pas sortir de l'auberge. Eh ben, là, ça va faire. prendre du temps. Il est envoyé, ça va prendre du temps pour télécharger. C'est une affaire de 5 minutes parce qu'il est volumineux, celui-là. D'accord. Quand c'est volumineux, ça prend du temps.
Ce qu'on peut faire par contre, c'est Oui. que au début de la séance du 31, on envoie. On envoie. C'est la même équipe. ولا نعطيها لك ليك انت بعتيها Il n'y a pas de problème. Battez une bâton. صافي ça marche. Battez par mail, une Alors, bâton. merci infiniment pour des cliniques Boutlilis. Pas compris, c'est un polyclinique, le nom du polyclinique. Non, Boutlilis. ils ont dit que c'était la polyclinique de Boutlélis. Qu'ils ont Je participé, connais. qui a C'est participé. où Boutlilis? C'est dans mon pays que je connais pas. C'est où? Donc, je pense qu'on va arrêter ici puisque ça n'arrive pas. Oui, oui. Et Ils le pourront 31 mars, le 31 le matin, Inch'Allah. on essaiera de, Inch'Allah, Yaishna Rabbi, on essaiera de l'envoyer. Prenez Barka. Bien Vous aimez sûr, pas? bien sûr. D'accord. Inch'Allah, bien sûr. Aya. Merci. Aya. Alors, bonne journée à tout le monde et bon appétit, la chien. Merci. Merci l'équipe de CF. Oh, Ya'tikum saha pour l'hébergement. Rahou. merci, يعطيكم الصحة. Au Sahito. plaisir. Merci. مازال Aya. صحته. Merci, يعطيكم الصحة. Au revoir. Je suis contente que tout le monde est resté, la majorité est restée jusqu'à la fin. C'est Non, important. alhamdulillah. Aya. الحذر On va يحذر الغائب. comme Kamel. Aya, à la fin. Ici. Au revoir. Donc, je vais m'arrêter. Je vais quitter. Quitter. Recording stopped.